Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Nous sommes ici à l'Institut français du Congo à Brazzaville où s'est tenue la 3e édition de la Brazza Fashion Week initiée par l'Institut français du Congo en partenariat avec l'Union européenne et l'ambassade de France. Cette belle initiative qui prône une mode à la création respectueuse de l'environnement pour ainsi aider à l'atténuation de l'impact de pollution généré par l'industrie de la mode qui aujourd'hui est l'une des plus polluantes au monde. Dans ce numéro d'Alinéa, nous vous présentons 3 créateurs à travers un panel face au public. Suivez-moi et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce plateau avec Forest Makosso. Forest Makosso est diplômée en design industriel de l'École supérieure de technologie du littoral. Alors, elle est passionnée de l'innovation et fascinée par la diversité. Elle va nous expliquer tout à l'heure. Elle est accessoriste après avoir mis en place son entreprise dénommée Forest Design, une maison spécialisée dans la maroquinerie. Elle a participé à plusieurs événements et collabore avec quelques structures commerciales où elle expose ses produits, notamment les sacs à main qu'elle confectionne en tissu wax et de la customisation également des grandes marques internationales. Nous avons le plaisir d'être avec notre deuxième invité qui est donc Bréchi Ntadi. Elle est titulaire d'une licence en commerce et marketing. C'est depuis donc 2012 qu'elle se lance dans cette belle aventure de l'entreprise de la création de bijoux. Elle a participé aux différentes formations et expositions dans le domaine de la bijouterie dans plusieurs pays. Elle a été initiatrice des formations des jeunes filles désœuvrées dans les différentes églises de Brazzaville, ce qui montre déjà à première vue qu'elle est chrétienne. Elle a bénéficié d'un accompagnement de la Fondation Congo Assistance, la fondation de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Cet accompagnement qui l'a aidé à acquérir son matériel de travail. Elle va nous en parler tout à l'heure. Elle est également lauréate de quelques prix honorifiques. À notre troisième invité, c'est donc un homme, donc le seul homme qui est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Gloire. Gloire. Donc, il est glorieux dans ce qu'il fait parce qu'aujourd'hui, il représente une maison qui travaille le tissu que nous abandonnons souvent dans nos maisons, notamment le jean. Ils sont très experts dans le recyclage, dans la customisation de ces tissus. Et quand on voit leur création, en tout cas, on reste bouche bée parce que c'est invraisemblable en tout cas de voir que ce sont ce genre de choses qu'on peut retrouver aussi dans notre pays à travers cette imagination haute et forte de nos créateurs du groupe Thrifty, qui est une marque qui n'est plus à présenter puisque c'est la deuxième fois que vous assistez à cet événement ou c'est depuis le début? C'est depuis le début et on fait également la 3e édition, donc ça va faire 3 fois. 3 fois, donc depuis le début de cette aventure de la Brazza Fashion Week. Ils sont là en train de nous sublimer les yeux avec leur création magnifique. Donc voilà, présenter nos invités. Comme vous avez le micro, Gloire, et en plus vous êtes le seul homme sur ce plateau, à vous l'honneur d'ouvrir cette phase d'échange. Alors Gloire, vous représentez la maison Thrifty, vous êtes responsable de communication de cette marque. Dites-nous un peu qu'est-ce que la marque Thrifty et qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à vous lancer dans cette aventure?
La marque Thrifty est une marque congolaise fondée en 2019 par ses membres qui est Young Grace et moi, vu que je suis le cofondateur de Thrifty, à part être le chargé de communication. La marque Thrifty s'est spécialisée en fait dans le recyclage ou l'upcycling parce que le but c'est de recycler le maximum de vêtements possible par rapport à la crise écologique et différents soucis que nous avons aujourd'hui avec le climat. Donc notre objectif c'est de reprendre en fait des vieux vêtements pour ensuite les retravailler, les redonner vie et faire en sorte qu'ils aillent encore plus dans la durée. Parce que aujourd'hui, on veut tous porter des vêtements, mais au bout de 6 mois, on les change contre d'autres vêtements. Mais les vêtements, ça consomme tellement à la création qu'il faudrait les garder le plus longtemps possible pour essayer un peu de combler en fait le vide, parce que c'est beaucoup de facteurs qui sont mis en jeu pour produire un seul vêtement que vous allez jeter par la suite au bout de 6 mois. Du coup, c'est vraiment dommage écologiquement. Exactement. Alors, une curiosité, qu'est-ce qui vous a poussé à y penser? Parce que c'est quand même difficile de voir quelqu'un penser à recycler un vêtement qu'on a eu quand même à utiliser, qui a fait son temps et qui devient un peu dédaigneux à nos yeux, mais vous le valorisez. Qu'est-ce qui vous a poussé à s'y lancer? Ce qui nous a poussé à nous lancer là-dedans, c'est premièrement, c'est parce qu'on était des passionnés de la mode. On aimait énormément la mode, mais on n'avait pas les moyens de parvenir à fonder une grande marque comme aujourd'hui. Généralement, ça qui freine bon nombre de jeunes et bon nombre de personnes qui aimeraient en fait se lancer, c'est que à un moment donné, on se dit que on n'a pas les fonds ou en fait, on n'a pas de quoi se lancer là-dedans et on perd tout de suite l'inspiration. On se dit qu'on ne va pas y arriver, on abandonne. Mais le but, c'est pas d'abandonner. Personnellement, j'ai grandi avec une mère. Déjà, elle est végane et elle est très, très écolo. C'est quelqu'un qui surveille déjà tout ce que je faisais et elle m'a un peu incité à ce comportement de personne responsable de la nature, qu'il ne fallait pas jeter les déchets, qu'il fallait trouver le moyen de réutiliser quelque chose. Et c'est pareil pour mon confrère Young Grace. Pour lui, ça a été une remarque qu'on faisait un peu partout, c'est que les vêtements avaient tendance à être jetés. C'est pareil dans les friperies de Brazzaville, c'est que lorsqu'ils font des grosses ventes et qu'il y a un reste, le reste, ils le brûlent et ils ne pensent même pas à le revendre, ils le jettent ou ils le brûlent. Et on s'est dit qu'à partir de ces vêtements-là, on pouvait tous les récupérer et les retravailler de sorte qu'ils redeviennent nouveaux pour à nouveau être portés. Ça, c'est très bien, en tout cas, bravo. Forest Makosso, vous êtes intéressé à la maroquinerie et vous utilisez comme Thrifty le matériau naturel qui est donc le pagne wax africain qui vous aide à confectionner vos sacs puisque vous êtes accessoriste. Alors racontez-nous un peu votre aventure, d'où elle est partie et qu'est-ce qui vous a poussé à s'y lancer? Ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment une aventure qui m'a menée jusqu'ici. Parce que pour moi, je me disais que je devais le faire juste pour un moment. Le temps d'attendre l'emploi, c'est ne pas vouloir être en inactivité, en fait, qui m'a fait ça. Je ne voulais pas rester bras croisés sans rien faire. Et donc, à force de ne pas avoir ce que je voulais, l'emploi, parce que moi, de formation, j'ai fait le dessin industriel. Et ce que j'ai aimé avec le dessin industriel, c'est que vous ne faites pas la même chose tous les jours. Ce n'est pas de la routine. Chaque jour, on est toujours en face d'une autre difficulté. Et moi, j'aimais ça. J'aimais tout le temps relever le défi avec des plans et tout. Et donc, quand j'ai eu cette rupture avec l'emploi, et j'ai donc puisé à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce que je pouvais faire facilement que les autres ne peuvent peut-être pas faire comme moi. Et je me suis rendu compte que j'avais la facilité de sortir des modèles, donner aux couturières des modèles et tout. Et je me suis dit, je vais encore faire tout ce parcours. Et là, donc, je me dis, je vais juste faire des accessoires, le temps d'attendre un emploi stable. Et c'est comme ça que je me lance dans la maroquinerie.
Et à force de travailler, j'ai commencé à forger mon travail. J'ai commencé à rechercher la perfection, en fait, dans ce que je faisais, que ce soit beau, franchement, que ce soit comme si c'était la machine qui l'avait fait. Et à force de travailler, au fur et à mesure, je suis rentrée donc dans la confection des sacs à main. Et voilà ce qui m'a conduit, en fait, jusqu'ici. C'est vraiment la passion de ne pas toujours vouloir faire la même chose tout le temps qui m'a emmené jusque-là. Ce qui est bien à retenir dans vos propos, ces moments d'attente d'un emploi qui vous ont finalement aidé à créer votre propre emploi. Vous voyez, à travers votre passion. Ça, c'est très bien et c'est très salutaire parce que hier, vous ne pensiez pas qu'en attendant un emploi, vous serez vous-même votre propre patronne. Et je pense que cela peut inspirer d'autres personnes aussi à pouvoir faire comme vous. Et quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous y croyez vraiment? Ce qui est vrai, je ne pensais à rien à part faire quelque chose qui me passionne. C'est beaucoup plus la passion. Je le faisais avec joie. En fait, je me sentais dans mon monde. Je me sentais fermée dans un monde où personne ne peut accéder. Et en fait, c'est juste la passion qui m'a menée, la joie de faire ce que je sais faire, de mettre en place les inspirations qui me viennent en fait. C'est ce qui m'a vraiment menée jusqu'ici. Avec les parents, ça n'a pas été facile, surtout quand j'ai commencé. Parce que quand j'étais en train de customiser, que ce soit les chaussures ou les sacs, mon père me disait mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Comment tu étais à l'école et puis tu commences à te concentrer sur ça? Et j'ai dit à mon père, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'emploi. Donc, jusqu'à ce que je trouve, je vais continuer. Je sens que c'est quelque chose qui vient vers moi, que je n'ai pas forcé. Donc, je vais suivre ce chemin. Et voilà comment je suis arrivée jusque-là. Et aujourd'hui, on pense que votre papa est fier de vous, non? Oui. Alors, Bréchy, vous êtes dans la bijouterie. La bijouterie, c'est quand même pas facile parce qu'il faut que ça plaise, parce que les femmes sont très compliquées. Je ne sais pas si vous faites aussi les bijoux pour les hommes. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Déjà, avant de dire cela, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la bijouterie? Et vous travaillez vos produits avec quel genre de matériel? Et à quel niveau se situe votre entreprise aujourd'hui? Alors, Bréchy Ntadi, c'est une artisane qui est spécialisée dans la fabrication des bijoux. Et ce qui m'a poussée à faire ce travail, en étant à l'université, j'avais des difficultés. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. Donc, j'ai participé dans l'anthologie de M. Bienvenu Boudjimbou, où j'ai 5 poèmes. Parmi les poèmes, j'aimais plus le poème du bord du fleuve. Au bord du fleuve, l'air est frais et doux. Près de l'eau, je sautille sur des pierres. Accueillir les fruits et fleurs, je m'adonne au charme de l'eau. Je m'abandonne. Les poissons me font la bise à la surface de leur empire. Et le jour où on présente le livre à la préfecture, j'avais créé des boucles d'oreilles en raffia. Et c'était une inspiration divine. J'avais jamais fait des boucles d'oreilles. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais devenir une artisane. Alors, ce jour-là, tout le monde m'admirait. Et les gens voulaient passer la commande. Et moi, je n'avais pas les moyens pour faire ce travail. Pas d'argent. Je me suis dit, mais comment faire pour commencer? Parce que j'ai des commandes. On me donnait 500 pour aller à l'école. Je commençais à garder 150. Je partais à l'école dans le bus. Je revenais à pied. Et j'utilisais 100 francs pour le manger. Et sans dire aux parents que j'étais en train d'économiser pour faire les bijoux. En revenant, il y a un moment où je peux pleurer en route parce que c'est loin la maison, mais je ne peux rien faire. Je me rappelle de ce monsieur qui était au marché Total, qui vendait les fibres en raffia. Parce que les boucles que j'avais vues, c'était des boucles en raffia. Alors, je me suis rendue au marché. Je partais acheter, souvent c'était des fibres à 250. Et je demandais toujours au monsieur, mais donne-moi le cadeau, j'ai besoin des coris. Et puis, pour avoir des crochets pour mettre dans les boucles d'oreilles, j'étais obligée d'acheter des boucles qui étaient plus moins chères. J'enlevais pour récupérer les crochets. En étant à l'école, je commençais à proposer aux autres. Et il y a eu l'événement qui était au Palais du Parlement avec Alain Mambankou. Il y avait un festival. C'est là où j'avais ramené mes boucles. On m'avait parlé, tu peux avoir la carte d'artisan. Je demande à ma mère, il me dit, je te donne la prière.
Je pleure avant de me laver pour que personne ne voie que j'ai pleuré. Alors, mon prof du commerce international me dit ceci, si tu as l'argent, je t'accompagne au ministère, comme ça tu auras la carte, tu vas maintenant te faire connaître, tu vas participer aux expositions. Et puis, tu pourras acheter un sac de raffia depuis les Canas. J'ai dit, mais je n'ai pas l'argent. Le sac coûtait 16 000, moi, je n'avais pas l'argent. Et alors, quand il y a eu ce festival au Palais du Parlement, c'était en 2012, j'avais amené mes bijoux. Je me rappelle, c'est Madame Oupta qui me voit devant l'entrée du Palais du Parlement. Ce jour-là, on m'a dit, tu ne peux pas rentrer, il y aura le président de la République. J'ai dit, j'ai failli pleurer. Et j'étais là, j'ai dit, mais madame, je vous avais suivi à la télé. Mais qu'est-ce qui te ramène ici? J'aimerais avoir le programme de l'événement. Il dit, rentre dans mon groupe. Quand je suis arrivée, c'est une dame journaliste de France 24 qui me voit avec les boucles d'oreilles en raffia. Il dit, où tu as acheté? J'ai dit, non, c'est moi qui fais. Elle a enlevé, il dit, si tu veux, ramène-moi les boucles le soir. Comme ça, je vais appeler mes amis, on va acheter. J'étais repartie à la maison prendre les boucles. Je suis allée à l'école faire des sessions. Le soir, je suis repartie au Palais du Parlement. Toutes les blanches se ressemblaient. J'ai dit, mon Dieu, j'ai payé mon transport pour rien. Moi-même, je cherche l'argent. Et c'est la dame qui vient m'appeler pour me dire, mais on t'attendait, va étaler dans le couloir. Je suis allée étaler. J'avais fait des bracelets en raffia, des colliers, des boucles d'oreilles. J'ai donné mon prix, 3 000. La dame dit, ne discutez pas. Le prix qu'elle a donné, c'est avec ce prix qu'on va acheter. Ce jour-là, j'ai eu pour la première fois 60 000 francs. Et quand j'arrive à la maison, j'ai dit à mes petits frères, regardez l'argent que j'ai eu. Mais ne dites pas chez le vieux, hein, parce que lui, il n'aime pas mon travail. Et j'ai acheté le jus à mes petits frères. Je me suis fait enregistrer au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat. Et j'ai acheté le sac du raffia depuis Djombala, qui m'a fait peut-être 3 ans. J'étais en train de travailler parce que les vendeurs du marché, ils vendent que des fibres. Et l'unité, c'était 50. J'étais obligée de pleurer pour qu'on me donne le cadeau. Je savais que ce n'était pas bon, mais je n'étais pas en mesure de payer comme il fallait. Et alors, quand j'ai eu la carte d'artisan, je commençais à exposer dans les différentes expositions. Et je suis allée au Zimbabwe, j'ai vu ce que les autres faisaient. J'étais allée au Bénin, je me suis dit, mais tiens, il faut que je puisse me former parce qu'il y avait des gens qui me demandaient, est-ce que tu peux me former? J'ai dit, ce que j'utilise, je ne connais pas ça. Par exemple, je ne connaissais pas les fermoirs, les pierres à écraser. Je ne connaissais pas les noms des pierres que j'utilisais. Donc, je faisais comme ça. Et tout le temps, je priais, je disais, Dieu, j'aimerais rencontrer le président de la République. Comme ça, je vais lui demander qu'il m'envoie en formation à Cotonou. Et de 2012 jusqu'en 2014, le 15 décembre, c'est là où j'ai rencontré la première dame, Maman Antoinette. J'ai dit, maman, voilà ce que je fais. Bravo. Voilà ce que je fais ça par inspiration. Oui. Je fais ça comme ça. Il dit, comment? Comme ça? J'ai dit, oui, comme ça. Et quand j'ai senti que maman avait souri, là, je me suis dit, waouh. J'ai touché son cœur. Ah non. Oui. J'ai dit, maman, il y a des gens qui veulent que je puisse les former, mais moi, je ne sais pas comment on utilise ceci. Et je n'ai pas le billet pour aller à Cotonou. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Cotonou. J'ai fait la formation sur les perles. Et j'avais dit à maman, le jour où je veux me former, moi aussi, je veux former les autres. Donc, ma conscience savait que j'avais une dette de former les jeunes. Et alors, en 2015, je suis allée en formation. Quand je suis revenue, comme je connaissais déjà travailler avec les graines, le raffia, un peu le pan, mais je ne savais pas comment percer les graines parce qu'il me manquait des machines. Il fallait aussi une formation. En 2015, je suis allée en Chine où j'ai fait la formation sur les bijoux en argent. Et c'est là où j'ai ramené des machines pour percer les graines, pour poncer, pour faire des bijoux en or. Et quand je suis revenue, par rapport aux différentes formations que j'ai eu à faire, qui m'a poussé d'élaborer des stratégies de formation. Comme j'ai fait management commercial et le marketing, je me suis dit, je n'ai pas besoin d'aller demander une personne, mais moi-même, je dois élaborer tout. Et je suis allée voir les gens de l'église, j'ai mis en place la formation des jeunes filles depuis 2018 à 2020, où j'ai formé à Pointe-Noire 74 femmes. Ici, à Brazza, n'en parlons pas. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Ici, à l'IFC, j'ai formé 30 femmes avec les ateliers Zaba. Et donc, Madame Bréchy, elle a un atelier qu'on appelle l'atelier Nob,
qui est spécialisée dans la fabrication et création des bijoux en pagne, en graines, en argent. Et j'ai ramené un collier. Ça, c'est les graines que je ramasse au bord du fleuve. Les graines là, avant nos mamans appelaient ça les makonkoma. Mais moi, j'ai surnommé mon collier le collier Nzari. Parce que dans mon patois, Nzari, c'est le fleuve Congo. D'accord. Voilà. Et voilà le collier Nzari. Et c'est votre patois est de quel département du Congo? Congo. Le Congo, donc dans le département du Pôle. Du Poule, oui. Très bien. Oui. Vous voyez comment on est riche au Congo? Et l'atelier Noble ne s'est pas arrêté par là. Le fait que j'ai eu à former beaucoup de jeunes, cette formation-là, je n'étais pas allée toquer quelque part. Ce que j'avais reçu de la Fondation Congo Assistance, je me suis dit, mais comment ferais-je pour récolter ce fonds pour que je puisse former encore des autres? Donc j'ai fait beaucoup des articles. Il y a eu la journée Femmes Leaders, je me rappelle de la directrice de l'artisanat, Madame Opa, que je remercie beaucoup. Ce jour-là, je sors de l'église avec les réunions des pasteurs. On me demande 12 documents, je n'avais rien. En traversant le goudron, c'est Madame Opa qui m'appelle pour dire « Je vous ai suivi à Télé Congo à 4 reprises en étant en France. J'aimerais vous inviter à la journée Femmes Leaders demain qui va se passer à Kintélé. Si vous pouvez venir au ministère de la promotion de la femme. » J'avais rien ce jour-là. Quand je suis allée, j'ai ramené les produits le lendemain, j'ai exposé. C'est là où j'ai eu un fonds de 500 000 qui m'a permis d'animer des ateliers de jeunes filles désœuvrées. Mais parce que c'est ce que je voulais, moi j'ai été aidée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, par la Fondation Congo Assistance, par le PNUD, par l'ambassade de la Chine. Et je me suis dit, moi aussi à mon tour, je dois donner aux autres. Donc j'étais passionnée et je prenais toujours 1 heure du temps d'expliquer aux apprenantes par où je suis passée. C'était pas facile. C'était dans les larmes. Ça, c'est très bien parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le mieux et c'est ce qui valorise, c'est ce qui aide à l'épanouissement et aide aussi d'autres personnes qui n'ont pas d'inspiration à pouvoir s'y inspirer, à se lancer. Pourquoi pas à réussir comme vous. Vous êtes partie toute petite et c'est votre motivation, votre détermination qui vous pousse graduellement à arriver là où vous êtes. En tout cas, bravo. Gloire. Alors, on imagine bien à travers votre initiative que la matière première est quand même facile à avoir puisque vous travaillez sur ce qui est abandonné par d'autres personnes. Pas totalement, parce que si je dirais facile à avoir, c'est pas des choses qu'on récupère dans la nature comme ça. Ça passe par la récupération et souvent c'est des donations ou des collectes. On peut avoir des amis ou des membres de la communauté qui nous font don de leurs vêtements. Et au pire, on va en fait dans le marché pour chercher en fait des vêtements en fait dans les friperies. Dans les friperies et tout, on achète des lots. Donc la matière, on l'achète parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'industrie au Congo, donc on ne produit pas. Et c'est pas vraiment en fait quelque chose qui nous dérange parce que du moment on peut travailler avec tout ce qu'on voit, on le récupère et on trouve le moyen en fait de le redonner vie, de le faire sublimer pour que celui-ci à son tour parle, parce que le vêtement il parle, c'est comme ma casquette, quelqu'un n'en voulait pas mais aujourd'hui moi je la porte pour dire que elle me va bien parce que j'ai peut-être fait des trous dedans, mais moi j'aime bien comment j'ai travaillé cette casquette et elle me protège toujours du soleil. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors pour cette édition de la Fashion Week de Brazza, vous allez présenter quel genre de produits, quel genre de création au public? Cette année, nous allons défiler au marché Total. Nous allons présenter notre nouvelle collection que nous avons appelée Blue. Blue. Donc bleu en français. Bleu en français. Et pourquoi blue? Pourquoi pas yellow? Pourquoi pas red? Pourquoi pas white? Voilà, bleu est un hommage au peintre Pablo Picasso. Celui-ci avait connu une période qu'il avait appelée bleue également. Cette période bleue, c'était une période qu'il avait fait souffrir parce qu'il avait perdu pas mal de ses amis et il avait du mal à trouver l'inspiration. Tout ce qu'il était en train de peindre pendant cette période était fade. Et
ça ne ressemblait pas au Picasso plein de couleurs que bon nombre de personnes connaissaient. C'était vraiment une période où il était triste. Et nous, on a tourné ce même bleu en bleu positif, parce que le bleu de Picasso, c'était un bleu ciel, un bleu clair. Le nôtre, il est foncé. Et il est foncé parce qu'il est plein de bonheur, il sera plein de joie. Mais vous aurez l'occasion de le voir si vous venez en fait nous assister au défilé, parce que nous allons présenter pas mal de tenues accentuées en fait sur le jean que bon nombre de personnes jettent et brûlent, alors que celui-ci demande plus de 10 000 litres d'eau à la production. C'est du coton qui est teinté, qui est mélangé et qui est fabriqué dans des conditions rudes, et toute cette eau qu'on utilise est rejetée dans l'océan, ce qui tue les poissons. Et le jean en lui-même, on le connaît, si jamais on le jetait là, il va traîner là pendant bon nombre d'années parce qu'il aura du mal à se dégrader dans la nature. On a retravaillé plusieurs matériaux, on s'est vraiment lancé, on est parti dans l'art contemporain parce qu'on a utilisé différents matériaux, on a utilisé des cornes, on a utilisé du plastique. Les cornes d'animaux? Les cornes d'animaux, on a utilisé du plastique, des boîtes de lait, des boîtes de conserve. Mais tout ça, vous aurez vraiment l'occasion en fait, de vous plonger dedans et de vous plonger dans le bleu avec nous. Boîte de conserve en vêtements, c'est assez incompréhensible. Expliquez-nous. Oui. Disons qu'on a utilisé des boîtes de conserve, on a réutilisé le métal pour faire des accessoires. Okay. Et je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que c'est mieux de le vivre plutôt que d'en parler. Parce que ça a vraiment été une phase expérimentale. Et tout. Oh là là, c'est magnifique ça. Le défilé va se passer au marché Total, c'est cela? C'est ça. Avec plus de précision, c'est non loin du PSP Lemina, vers la banque UBA, donc c'est non loin du gymnase Makelekele. D'accord. Ça sera une véritable expérience que nous allons proposer, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, sans quoi on ne serait pas thrifty. Tout à fait. Et donc on comprend par là que ce sera un événement de rue, donc populaire, parce que vos créations appellent aussi à une certaine liberté, ce qu'on peut mettre quand on se balade dans la nature, dans la rue, on sillonne dans les rues de Brazza, on peut aller partout avec. Et c'est cette idée-là qui vous a poussé à faire ce défilé au niveau de Marché Total, parce que vous pensez que le concept correspond au lieu? Le concept correspond au lieu parce que, premièrement, le marché Total, c'est le premier marché dans lequel on allait pour faire nos courses. On y allait et c'est là où on récupérait des tissus et il nous a pas mal inspiré. L'an passé, on a fait le shoot de la collection à l'étage dans le marché parce qu'on avait remarqué aussi que personne ne vendait là-bas, personne n'avait installé de table. Et nous, on avait décidé de faire le shoot là-bas parce que c'était aussi un hommage pour un endroit qui nous donnait autant d'inspiration. Et aussi pour rappeler que c'est le secteur de la SAP quand même, non? La SAP ça, congolaise, on va le dire clairement, c'est-à-dire oui. que c'est représenté dans tous les arrondissements de Brazzaville, mais c'est beaucoup plus à Bakongo où on trouve des sapeurs passionnés qui font la fierté de cet art congolais au niveau international. Exactement. C'est aussi l'occasion en fait de faire venir autant de monde pour que tout le monde voit, parce que je pense que l'an passé, on a eu plein de plaintes de notre côté chez Thrifty, parce que c'est pas tout le monde qui avait l'occasion en fait d'assister à nos défilés et pas mal de personnes en fait étaient déçues. Mais là, ça va vraiment être dans la rue, tout le monde pourra voir ce qu'on fait et comment le show se passe. Surtout que on va vraiment proposer une véritable performance, histoire que tout le monde en fait puisse voir ce qu'on fait, mais pas seulement ce qu'on fait, mais ce qui nous passionne et ce qu'on aime. Très bien, en tout cas, bravo encore une fois de plus. Alors, Forest, vous faites la confection des sacs. Vous le faites à la main ou vous avez des ateliers assez modernes. Et comment vous faites pour vous procurer de vos tissus qui vous aident à faire vos créations? Au début, quand j'ai commencé, je travaillais à la main, mais c'était propre. Plus, quand j'ai eu à manquer une opportunité avec une styliste pour un défilé de mode, parce qu'avec la confection des sacs à main,
je veux bien signifier que je travaille aussi avec d'autres marques. Je ne travaille pas que mes propres accessoires ou mes propres inspirations, mais quand d'autres marques viennent vers moi, par exemple, me dire Forest, je veux que tu puisses confectionner tel modèle ou comment tu peux m'aider avec ceci pour le défilé de mode, ben, j'apporte aussi ma touche pour confectionner et mettre en valeur en fait la marque. Mais quand j'ai commencé, c'était à la main. Je travaillais à la main, voilà. Mais du moment où j'ai manqué cette opportunité avec une dame, je me suis dit, ben, l'aventure continue alors. On ne va pas s'arrêter à travailler à la main. Et donc, c'est là où je me mets une certaine discipline pour atteindre cet objectif avec la machine industrielle à coudre, pour coudre un peu des sacs qui sont un peu plus difficiles. Voilà. Et mon but, en fait, c'était aussi de se surpasser dans le travail. C'est pourquoi j'ai eu à avoir cette machine à coudre, en fait. Alors, ce qui est intéressant avec vous aussi, c'est le côté customisation que vous faites avec des sacs de grandes marques comme Hermès, Fendi, peut-être Louis Vuitton aussi. Racontez-nous comment ça se passe. Bon, ça, c'était avec une marque. En fait, elle devait exposer au Tikobo et elle avait ramené des tissus tissés du Burkina. Les tissus en main, des dessins au-dessus, là, des dessins purement africains et tout. Et moi, naturellement, je me suis retrouvée dans le bureau d'études, quoi. En train, voilà, ça m'a rappelé des vieux trucs dans le bureau d'études. Donc, je suis partie de là et j'ai commencé à travailler les designs que parfois je pouvais lui proposer sur ces sacs. Parce que le but pour elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on puisse carrément enlever la marque, par exemple, LV, et on met notre design, bon, son design à elle, et puis je remplaçais en fait sa griffe. C'était ça le travail. Donc je reprenais en fait tout le travail. S'il faut faire un sac, ben, je défais tout le sac. C'est comme vous n'avez pas eu peur parce que c'est quand même remettre à plat le travail fait par un grand créateur de grandes marques comme Hermès, quand même effrayant, non? Oui, mais après, c'est comme j'ai dit au début que je n'aime pas tout ce qui ne bouge pas. Voilà, j'aime aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, je n'aime pas des choses qui sont figées tous les jours, la routine, je n'aime pas ça. J'aime bien, voilà, créer quelque chose, tenter quelque chose de nouveau et tout. Donc, ça ne m'a pas vraiment fait peur. C'est vrai que je savais que je prenais un risque parce que je me suis dit, les tissus du Burkina, Seigneur. Mais je me suis dit, ben Forest, on y va avec. Parce qu'avec les tissus du Burkina, il ne faut pas faire les dessins pour faire. Quand je fais par exemple le choix d'un dessin, je dois être sûr qu'il est centré dans le sac. Il ne faut pas qu'il soit de côté ou trop à gauche ou trop à... Donc il y avait tellement de précision et j'avais l'impression d'être dans un bureau d'études. Voilà. Et après, il faut enlever les marques, il faut réfléchir comment enlever les marques et mettre en fait la marque de cette styliste-là congolaise. Et voilà, ça a marché, on a apprécié. Oui, et ça a marché. Et là, au cours de cet événement, où est-ce qu'on peut trouver vos produits ou sinon, quand est-ce que vous allez les présenter au public? Bon, je dois dire que c'est ma prochaine étape parce que ce que j'ai fait, comme je vous ai dit que j'étais vraiment dans l'attente de l'emploi. Ce qui est vrai, c'est ça. Je suis restée dans cette aventure longtemps parce que pour moi, je me suis dit, ben, je vais finir par trouver. Mais au fil de temps, je me rends compte que le travail m'embrasse. Même quand je ne vais pas vers les gens viennent vers moi pour demander les services, pour vouloir ceci ou cela. Donc, c'est un peu ça. Au début, je travaillais sur Point Noir. Et donc, je me suis basée sur Brazza il n'y a pas très longtemps. Et c'est sur Brazza que j'ai lancé une rubrique que j'ai dénommée Ntieto. Parce que quand je travaillais avec les sacs à main, j'étais que sac à main, customisation, chaussures et tout, avec du wax et tout. Et quand je suis venue dans Brazzaville, je me suis rendu compte que ça n'a pas été facile que je rentre comme ça et qu'on m'accepte. On veut que tu fasses tes preuves. Tu vois, mais tu as quasiment encore tout laissé et tu es venu pour tester le terrain sur Brazza. Quel risque. Oui. Que de l'aventure, ma vie, mais bon. Et donc, c'est au mois de décembre que je me mets à chercher un artisan qui peut décorer, parce que tout ce que j'ai comme matériel était resté au niveau de Point Noir. Donc, je venais comme pour faire une inspection et tout. Et quand j'arrive pour la recherche de l'artisan, j'explique en fait à l'artisan ce que je vois dans mon esprit concernant ce sac. Et le sac, je l'ai dénommé le Ponzi.
le ponzi, donc le panier que portent les mamans pour aller au village, voilà. Je l'ai dénommé le ponzi. Je voulais qu'on puisse le décorer d'une certaine manière, mais l'artisan n'arrivait pas à atteindre mon niveau, en fait, ce qui se passait dans ma tête. Et il m'a dit, Madame, vous êtes trop compliquée, asseyez-vous et travaillez. Et du coup, je me suis assise là, et c'est là où j'ai commencé à travailler. Donc c'est sur Brazzaville donc, que je développe le côté Ntieto. Ntieto pour dire ce qui est pour nous. C'est là où je commence à travailler le raffia. Ouais, donc c'est là où je crée une rubrique dans Forest Design qui est Ntieto, donc qui constitue en fait notre culture, le raffia, tout ce qui nous appartient, en fait, tout ce qui est à nous en fait. C'est venu au travers de ce panier-là du Ponzi. Voilà. Donc un peu de ce point-là, même inspiration que Bréchy, qui elle aussi est passionnée du raffia et il travaille pour ses créations. Et maintenant, avec le raffia, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on accompagne quand même, que ce soit avec les artistes, dès que les tournages artistiques, par exemple pour les clips, il y a par exemple des chanteurs ou des artistes qui viennent, non, on veut s'habiller carrément en mode bokoko et tout ça. Donc on aide un peu dans la confection des vêtements artistiques pour les jupes traditionnelles, comment on fait avec les queues de cheval et tout, un peu dans tout ça. Mais récemment aussi, je me suis rendu compte que la culture était en train d'atteindre le niveau, en fait, scolaire. Parce qu'il y a eu des parents d'élèves qui sont venus me voir. Oh non, Forest, est-ce que tu peux pas confectionner une couronne de tête pour mon fils? Ils ont un événement artistique, mais ça doit être purement avec ce que nous faisons chez nous et tout, voilà. Donc, je me suis rendu compte que le tissu du raffia et notre culture est en train d'affecter aussi le côté scolaire. Et aussi avec les mariages traditionnels. Aujourd'hui, la demande se présente beaucoup avec le raffia. Autrefois, on a quand même négligé, mais cette fois, je sens que la demande devient de plus en plus forte. Dans les accessoires, je fais un peu tout ce qui est éventail. Parfois, je fais un peu le tradi moderne avec des éventails qui sont sortis là juste en plume. Mais moi, j'y mets du raffia, un peu de décoration à l'intérieur, voilà, pour qu'on reste... qu'on nous rappelle toujours voilà, que nous sommes africains, on a aussi notre tissu, le raffia, voilà. Voilà. Alors, on va aborder le dernier point de notre entretien. On sait que c'est pas facile de travailler avec ses mains, vivre de sa passion, évoluer dans son entreprise, surtout dans les pays comme les nôtres. On imagine bien que c'est tout un grand travail derrière qui se fait et avec beaucoup de passion et dose de patience aussi, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous avez rencontré des difficultés? À côté des difficultés, avez-vous des souhaits pour quelques partenariats, des soutiens ou un appel, des messages à l'endroit de ceux-là qui sont aptes aujourd'hui de pouvoir vous accompagner dans vos initiatives? Oui, la difficulté, c'est surtout quand j'ai fait mon aventure sur Brazza. Pour adhérer, c'était compliqué parce que je me disais que je pouvais être acceptée parmi les siens en tant qu'accessoiriste, mais ça n'a pas vraiment été facile pour moi à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le raffia, par exemple, c'est avec les fournisseurs parce qu'après, on se rend compte qu'on n'a pas assez de tisserands sur Pointe-Noire. Même lors de l'exposition à PFACO sur la semaine du raffia, je me suis rendu compte quand j'essaie d'aborder les artisans, ceux qui tissent, en fait, les tisserands, pour la plupart, ils sont de l'autre côté à CBT et tout. Donc, tu vois que c'est bien fin. En fait, le raffia, il est bien fin, c'est bien tissé. Donc, mais vous travaillez, non, nous sommes à CBT. Donc, il y a un peu ce souci-là. Vous n'avez pas l'ambition de vous étendre davantage, se galvaniser un peu plus, parce qu'il y aura besoin quand même de la main-d'œuvre et tout cela va aussi avec les moyens, non? Oui, oui. Mon but ultime, c'est que la marque soit vendue à l'international. C'est pourquoi je me suis souvent mis au niveau de Hermès ou LV. En fait, c'est intentionnellement que je le fais. Parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'artisan, le niveau est encore très bas. Et pour la plupart du temps, surtout avec les sacs à main,
on prend souvent les modèles de l'Afrique de l'Ouest, tel modèle. Mais pourquoi on ne peut pas prendre un modèle, par exemple, qui nous vient du Congo et que les autres copient? Nous, on a toujours tendance à copier. Donc, du coup, mon travail, il part dans ce sens-là. L'encouragement, c'est dans le sens, si on peut m'apporter de l'aide dans ce sens-là, ça me fera beaucoup du bien. Très bien. Merci beaucoup. On va donner la parole à Brichy. Alors Brichy, on a suivi un peu votre parcours à travers l'histoire que vous nous avez racontée. On a compris que c'était pas facile. C'est votre détermination, votre passion qui vous a aidé à y arriver. Alors dites-nous, est-ce que sur le terrain, ce parcours-là, vous avez eu quand même des difficultés qui, à un certain moment, vous ont peut-être emmené à vouloir abandonner? Et à côté de ces difficultés, avez-vous des souhaits? Oui. Les difficultés n'ont pas vraiment manqué. Ça m'a poussé même à sortir mes larmes. Il y a des moments quand on organise des expositions, tu te rends compte, tu as dépensé des sous, mais à un moment, on te pique tout. Mais comme tu es la formatrice, la maman ne montre pas ce qui ne va pas dans la maison. Je suis devant les apprenantes, je suis la maman. Et donc, je fais comme si je n'ai pas vu, mais seule, ça fait mal. Et il y a des failles, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça ne marche pas bien. Dans la vente, on a compris qu'il y a eu un moment aussi de crise. Parce qu'avant, quand il y a eu des Jeux africains, quand on faisait des expositions au niveau de notre pays, même à l'extérieur, ça se passait très bien. Vous pouvez même finir l'exposition, vous avez un fonds, vous pouvez acquérir beaucoup de matériel. Mais par rapport à ce qui se passe maintenant dans le monde, un peu la crise, ce n'est plus comme avant. Et donc, du coup, les difficultés, c'est au niveau de la place. Si je pouvais avoir un grand centre par rapport à mes fonds, parce que j'ai acquis beaucoup des machines pour les bijoux en argent, pour percer les graines, pour faire la couture, mais il me manque de l'espace pour exercer mon travail comme il faut. Et donc ça, c'est mon grand souci. Pour moi, c'est comme si je suis en train un peu de tuer mon travail parce que je n'arrive pas à faire mes objectifs. Donc mon souhait, c'est de demander aux partenaires, ceux qui peuvent venir soutenir la Télénope pour avoir la place. Et c'est ça vraiment mon souhait. Parce que je souhaite former des gens. Pourquoi ne pas aller dans les départements? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu t'es arrêté à Brazza, à Pointe-Noire, mais pourquoi tu ne peux pas venir, par exemple, à Ouesso? Parce que j'étais allée exposer quand il y a eu la municipalisation. Ben, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de sponsors. L'atelier n'est plus en forme d'être atelier, mais j'aimerais que ça soit un centre. J'ai tout ce qu'il faut comme matériel, mais c'est la place qui me manque. Ouais, donc besoin de local, besoin de représentation aussi au niveau des départements. Oui. Et besoin de soutien naturellement et besoin de partenariat. Oui, ici, il y a même les managers qui veulent qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse aller exposer mes produits ou importer mes produits à l'extérieur du pays. C'est vraiment mon souhait. Souvent, on voit, il y a plus de managers pour les chanteuses, ceux qui font la musique, le théâtre, mais souvent notre côté artistique des artisans, c'est négligé. Nous cheminons seuls, c'est pas bon. On est à la production, on est à la création. C'est difficile de courir derrière les documents. Mais s'il y a un manager pour ça, ça fera un waouh. Ouais. Ouais. Très bien. Bravo, le message est passé, je pense. Alors, on va terminer par vous, Gloire. Est-ce que vous avez connu quand même des difficultés pendant ce parcours? Et quels sont vos projets, vos ambitions de développement? Bien sûr, les difficultés, il y en a toujours, quoi que l'on fasse. Certes, on en a eu plein, surtout en ce qui concernait les tissus et surtout la compréhension, parce qu'au Congo, on a vraiment ce problème à accepter ce que nous faisons. On a du mal à s'accepter nous-mêmes. Moi, je vais mettre une casquette avec des trous, une casquette percée, et tout le monde va tout de suite trouver ça bizarre, parce que c'est moi qui l'ai fait ou qu'il y a le nom de ma marque dessus. Mais s'il y avait le nom d'une marque étrangère ou quelque chose qui n'est pas produit au Congo, ou qui n'a aucun lien avec le Congo, là, tout de suite, en fait, ça m'intéresse et je veux mettre ça.
Je pense que c'est à ce niveau-là en fait qu'il y a des problèmes. On a vraiment eu un problème d'acceptation, tout comme je ne suis pas la seule marque à me plaindre parce que je pense qu'on a vraiment du mal à consommer le Made in Congo. Ça, c'est l'une des plus grosses difficultés. Mais avec le temps, on a su se développer et là, comme souhait, moi, je souhaiterais juste que les jeunes Congolais et que le Congolais en général lui-même s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe sur son pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, Thrifty s'étend. On est en train de s'étendre. Je reçois plein de commandes venant de l'extérieur. C'est vrai que l'extérieur peut me faire avancer, peut réaliser mes projets, me faire atteindre de grands objectifs. Mais j'avancerai encore plus avec des personnes en fait qui sont autour de moi. Aujourd'hui, l'afrobeat est numéro 1. C'est parce que le Nigeria a consommé sa propre musique avant qu'elle ne soit consommée par le monde. Et si aujourd'hui, moi, je me déplace, je vais chez Alinasso, j'achète un vêtement, je vais chez Lord Motivation, j'achète un vêtement, je vais chez Thrifty, j'achète un vêtement, à force de faire ça, je vais inciter d'autres personnes à le faire. Et au fur et à mesure, on va faire en mode « Ah, au Congo, ils ont ça ». Tout à fait. Les autres vont suivre. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir donné ces éléments sur vos parcours et ce que vous faites pour aider en tout cas l'extension de votre passion, de vos créativités. Je vous remercie vraiment tous les trois pour ce magnifique panel que nous venons de tenir. Merci pour cette passion qui vous nourrit et qui nous aide à croire à la jeunesse congolaise, à la créativité de notre pays, à l'Afrique et au monde, parce que nous consommons du monde. Nous devons aussi montrer au monde que nous aussi, nous sommes capables de quelque chose. Nous remercions l'Institut français et ses partenaires pour cette initiative de la 3e édition de la Brazza Fashion Week, qui prend corps, en tout cas qui s'enracine et qui devient un rendez-vous incontournable de la mode, qui valorise nos artistes, nos créateurs et surtout notre ville capitale qui depuis quelques jours est la capitale de la mode. C'est une bonne chose. Bravo à tous d'avoir été là, en tout cas merci. Plusieurs activités ont émaillé cette semaine de la mode à Brazzaville, à savoir les expositions et les défilés de mode où les artistes ont exposé et présenté leurs créations. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à Donavi et Balé derrière la caméra. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission Alinéa. À très bientôt sur nos antennes.